Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, c'est Alain Roumillac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, président de Manpower Group France. On va parler travail, on va parler organisation du travail également. Mais d'abord, si vous le voulez bien, un petit mot là sur les chiffres du chômage qui ont été publiés la semaine dernière. Et l'ADRES qui nous dit le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, donc sans aucune activité, recule, moins quasiment 6% au troisième trimestre. Catégorie A, B, C confondue, on est à 5,58 millions précisément de personnes inscrites. C'est moins 3,5 sur un an. Est-ce que selon vous, c'est, j'imagine oui, une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est l'effet reprise ? Alors c'est l'effet reprise, puisque, et si on prend par exemple le baromètre que nous avons publié à peu près un mois des intentions d'embauche des entreprises, une entreprise sur deux nous disait qu'elle allait augmenter ses effectifs au quatrième trimestre. Donc, c'est un taux que nous n'avions jamais connu et de très loin. Donc il y a une dynamique qui est extrêmement importante. Les entreprises embauchent, donc il est logique que le chômage baisse. Chiffres en plus à mettre en perspective avec les chiffres qui viennent de tomber avant-hier ou hier de Eurostat qui nous dit on est à 7,5% en zone euro. Justement, cette différence pour vous, c'est quoi ? C'est aussi le résultat du fameux quoi qu'il en coûte ? Alors c'est le quoi qu'il en coûte, et puis c'est la phase de reprise extrêmement forte dans laquelle nous sommes. Mais qui a limité la casse pendant la crise sanitaire. Alors, qui a limité la casse, et j'entendais vos reportages précédents, et c'est vrai que beaucoup pensaient que nous allions avoir une explosion du chômage, qui d'abord ne s'est pas passée, et puis derrière, je pense qu'on ne s'attendait pas non plus à avoir un rebond aussi important, et sans doute aussi un aussi fort optimisme des entreprises et des ménages. C'est-à-dire que après l'épisode quelque part, post-vaccination, aujourd'hui tout le monde, considère qu'on est reparti dans une dynamique extrêmement positive. Donc c'est pour ça que tout le monde se projette et pour ce qui concerne les entreprises, n'a pas peur de recruter. C'est vrai qu'il y avait un sujet de confiance. On voit que les entreprises ont retrouvé confiance en l'avenir et ça depuis maintenant quelques mois en fait. On n'a presque pas attendu les premiers effets ou les deuxièmes effets finalement de la campagne de vaccination. Absolument. Les entreprises aujourd'hui ont des carnets de commandes qui sont très majoritairement très fournis. Après, elles peuvent avoir un certain nombre de difficultés, y compris sur des approvisionnements et entre autres sur ce qui est la pénurie des puces électroniques et qui en bloque un certain nombre. Mais aujourd'hui, il y a un vrai optimisme. Et moi, tous les entrepreneurs, ou la très grande majorité d'entrepreneurs que je côtoie, ils sont très optimistes sur le futur. Est-ce que c'est quand même aussi parce qu'on a encore quelques dispositifs de soutien ? Est-ce que, par exemple, on doit s'attendre à une accalmie, voire pourquoi pas peut-être à une remontée du chômage dans les prochains mois, une fois qu'on aura totalement terminé les dispositifs de soutien aux entreprises ? Alors, je pense que c'est une vraie question que je sais se pose un certain nombre d'économistes. Est-ce qu'on n'a pas une productivité qui est en train de baisser et à un moment, les entreprises se reposeront la question de leur productivité. Si on en revient au dispositif, aujourd'hui, les gens qui restent, les quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes qui sont en activité partielle, c'est parce que leur secteur n'a pas complètement redémarré. Je pense en particulier à un secteur, nous, sur lequel nous travaillons beaucoup, qui est le secteur de l'aéronautique. Il va repartir progressivement. Donc aujourd'hui, les entreprises ont gardé leurs employés. Mais qui n'est pas de retour à 100% de l'activité, effectivement. Mais le retour à 100% de l'activité va se faire peut-être sur 2023. Donc aujourd'hui, ce sont des gens dont on sait ou dont on pense qu'ils vont retrouver une activité dès que leur entreprise va retrouver un taux d'activité nominal. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre lecture ? Parce que quand on additionne notamment les catégories DE, on est quasiment environ à 7 millions de demandeurs d'emploi. Est-ce qu'en pleine reprise, au plus fort de la croissance, nous dit-on, avoir 7 millions de demandeurs d'emploi, ce n'est pas une forme de chômage structurel dont on n'arrivera pas à faire baisser le nombre et finalement, c'est beaucoup ? Alors, c'est beaucoup. D'autant plus que, là encore, il y a une offre, des offres qui sont extrêmement importantes. Alors, je pense que c'est lié à deux phénomènes. Le premier, qui n'est pas un phénomène nouveau, c'est qu'on a une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que les compétences des demandeurs d'emploi ne correspondent pas à ce que sont les attentes des entreprises. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que cette crise a poussé un certain nombre de personnes à se poser des questions sur leur avenir. Et donc moi, j'ai le sentiment, et on le voit au travers d'un certain nombre d'interviews que l'on mène avec des candidats, que certains sont en train de changer de secteur, certains sont en train de changer de région,
ils ne se sont pas encore complètement repositionnés sur exactement là où ils voulaient aller. Donc, il y a beaucoup de sujets de mobilité qui ont explosé. Voilà, qui ont explosé. Il y a des gens qui se posent la question, dois-je aller vers du travail indépendant? Donc, cette pandémie a fait se poser beaucoup de questions à des gens. Et donc, il y a sans doute quelques dizaines, peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui sont sans emploi. Ils ont sans doute eu la capacité de s'intégrer sur le marché de l'emploi, mais pour l'instant, voilà, ils sont en train un peu donc, si vous voulez, ces deux phénomènes, une très forte demande de la part des entreprises, plus j'ai un certain nombre de personnes qui posent des questions. C'est pour ça que ça crée aujourd'hui des tensions qui sans doute sont temporaires, mais sont très fortes aujourd'hui. Alors justement, on y vient. On va parler de ces pénuries de main-d'œuvre parce que les chefs d'entreprise, effectivement, c'est un sujet prégnant et plus que prégnant en ce moment. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui dit avoir besoin de 200 000 salariés. Le secteur du transport, on parlait notamment de l'aéronautique, mais 50 000 conducteurs notamment. Est-ce que cette pénurie, cette capacité ou cette incapacité en l'occurrence à pourvoir tous les postes, c'est aujourd'hui selon vous, un sujet qui a possibilité de fragiliser un petit peu la reprise? Alors, c'est certain que ça fragilise la reprise. Et je pense que sur ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont plutôt structurels. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, cette pandémie a fait se poser un certain nombre de questions à des personnes et qui, entre autres, si on revient sur l'hôtellerie-restauration, qui ont dit non, moi, finalement, plus le soir, plus le week-end. Et ce qui est un vrai enjeu, puisque c'est à ce moment-là que nous avons envie d'aller en particulier au restaurant. Et le sujet, alors je pense que le secteur réfléchit à un certain nombre de solutions, y compris donc des solutions financières. Oui. Je pense que ça ne réglera pas tous les sujets, ça les aidera sûrement. Aujourd'hui, sur ces sujets-là, par exemple, payer davantage, augmenter les salaires, ça ne va pas régler toutes les questions de pénurie. Ça ne réglera pas toutes les questions, parce qu'il y a certaines personnes pour lesquelles ce n'est pas le sujet numéro un. Et je pense que plus globalement, nous, quand on fait un certain nombre d'études, manifestement, cette pandémie, c'était déjà un phénomène, mais on dit souvent que cette pandémie, c'est une accélération des tendances. C'est qu'en gros, c'est de plus en plus difficile d'emmener un certain nombre de gens vers des métiers qui sont considérés comme pénibles. Oui. Donc là, il va falloir que ces secteurs-là réfléchissent sur leur attractivité, parce que, à mon sens, ça, ce sont des éléments structurels. Il y a des éléments conjoncturels qui sont liés, pic d'offres d'emploi, des gens qui se posent un certain nombre de questions, mais il y a des choses qui vont se stabiliser. Et il me semble qu'il y a des sujets qui sont plus structurels sur l'attractivité d'un certain nombre de métiers. Et justement, vu de chez Manpower, vu de vos agences, c'est quoi, vos gros besoins, si on doit résumer comme ça en 2-3 secteurs clés, c'est quoi les demandes aujourd'hui? Bon, donc, un sujet extrêmement important, alors c'est Manpower et puis une autre marque qui s'appelle Experis, c'est tout le sujet du digital. Oui. Les entreprises sont en train de se transformer, il y a une pénurie, c'est pas nouveau, ça fait 25 ans que ça dure, mais ça s'accélère. Et donc, une demande extrêmement forte sur les métiers du digital. Une demande extrêmement forte sur les métiers de la logistique. Vous évoquiez les chauffeurs tout à l'heure, mais les préparateurs de commandes, c'est lié aussi au fait que le e-commerce a explosé pendant cette phase-là et reste à des niveaux extrêmement hauts. Et donc, par exemple, si on reprend ces secteurs-là, alors que si on prend au niveau de notre profession, nous ne sommes pas tout à fait revenus au niveau de 2019, sur le secteur de la logistique, nous sommes à 20% de plus que nous étions en 2019. Donc là, il y a encore des transformations qui poussent sur ces métiers. Et puis toujours des métiers dans le domaine du commerce, mais dans les secteurs de l'industrie qui aujourd'hui ne sont pas impactés par la pénurie de composants, il y a aussi une demande qui est relativement importante. Et toujours, je dirais, le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui est créateur net d'emplois, et sur lequel, aujourd'hui, il y a une demande aussi extrêmement forte. Pourquoi alors? Ça, c'est une question qu'on pose aux économistes, mais je vous la pose aussi. Pourquoi aujourd'hui, on a 7 millions de personnes sans emploi en France et des entreprises qui ne parviennent pas à recruter? Est-ce que c'est simplement un sujet notamment de formation? Alors, c'est entre autres un sujet de formation. Mais pas que. Non, parce qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous n'arrivons pas à remplir nos formations. D'accord. Donc, le sujet de l'attractivité d'un certain nombre de métiers est un sujet important. Je vous coupe, mais quand vous disiez tout à l'heure, on a des salariés dans l'hôtellerie-restauration qui n'ont plus envie d'aller bosser les week-ends, les soirées, etc. Bon, est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi un sujet d'appréciation du travail et d'une certaine forme, d'une certaine manière de motivation? Est-ce que même si on faisait 15-20% plus sur leur salaire, ces gens-là iraient quand même travailler le samedi soir? Alors d'abord,
je ne sais pas si c'est un sujet de motivation, je pense qu'il y a toute une partie, en particulier de la jeunesse, Ouais. qui connaît mal le monde de l'entreprise et qui connaît mal les opportunités. Donc c'est pour ça que je pense qu'entre autres, l'initiative qui a été annoncée de ce contrat d'engagement, d'aller chercher ces jeunes décrocheurs, et il ne faut pas oublier qu'on a 1 600 000 jeunes entre 16 et 29 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. Bon, et dont beaucoup ont du mal à se projeter, c'est qu'est-ce que je pourrais faire. Donc il faut les accompagner pour leur donner une meilleure vision de ce que sont les opportunités, qui puissent se dire, oui, bah tiens, ce métier-là, j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut continuer à pousser l'apprentissage, en particulier sur les métiers manuels. Donc il faut donc donner des perspectives et qu'il y ait en particulier des jeunes, mais aussi sans doute des moins jeunes, qui se disent qu'on les mette dans des filières. Aujourd'hui, les dispositifs de formation, globalement, bien sûr, c'est perfectible, mais ils existent. Il y a l'argent pour pouvoir financer tous ces sujets-là. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, il y a sans doute un certain nombre de métiers qui sont jugés comme étant peu attractifs. Et là, c'est la responsabilité, bien sûr, des branches professionnelles, des secteurs, revaloriser, mais pas seulement. Mais pas simplement sur l'aspect financier, sans doute aussi sur l'aspect financier, nul doute, mais d'essayer de comprendre aussi ce qu'est l'évolution de la sociologie des personnes pour pouvoir adapter les contraintes. Si on revient par exemple sur l'hôtellerie-restauration, c'est de dire, il faut peut-être que j'aurai une organisation du travail différente. Et je comprends que ce soit compliqué, mais où les gens, par exemple, ne travaillent pas plus de... Et je sais qu'il y a des restaurants qui le font, ou qui ne travaillent pas plus de 3 soirs par semaine. Voilà, il faut repenser la façon de travailler. Bon, justement, là, chez Manpower, il y a combien d'offres d'emploi, par exemple, à pourvoir en ce moment même, là, alors on se parle ? Aujourd'hui, on doit en avoir à peu près 20 000. Nous, on détache presque 100 000 personnes tous les jours chez nos clients. Et on doit actuellement avoir peut-être aux alentours de 5 000 offres qui sont disponibles en CDI lorsque nous recrutons pour nos clients, puisque nous sommes dans les plus gros recruteurs français. Donc oui, aujourd'hui, des offres, il y en a beaucoup. Largement. Et pas qu'en intérim, justement. Et pas qu'en intérim, et ça, c'est tout l'enjeu aussi sur tous ces métiers-là, parce qu'on a le même enjeu que celui que je vous ai cité, c'est comment est-ce qu'on travaille, entre autres, avec nos clients, pour faire en sorte que les gens aient envie de venir dans les entreprises. Justement, est-ce que ces sujets-là, ils ne vous bousculent pas un petit peu aussi, finalement, dans votre manière de travailler, dans votre manière d'adresser des offres à vos clients ? Est-ce que quand vous regardez tout ce qui s'est passé là en 18 mois, et vous parliez d'accélération, effectivement, grosse accélération en l'occurrence des habitudes et des comportements, est-ce que vous aussi, vous allez devoir aussi accélérer vos habitudes et votre comportement ? Alors, bien sûr, donc on accélère, ça nous oblige à accélérer aussi notre transformation digitale parce qu'on a moins d'interactions directes avec nos clients et nos candidats. Ouais. Ça nous oblige à aller, même si c'est une habitude chez nous, mais d'aller vers des viviers de candidats vers lesquels on était peut-être moins ouverts, ou pousser aussi nos clients à aller vers des viviers en leur disant, écoutez, si vous continuez à recruter les profils d'hier, ils n'existent pas. Donc vous n'allez pas réussir à les recruter. Donc ça orienter aussi vers les nouveaux métiers, les nouvelles... Alors, bien sûr, orienter sur les nouveaux métiers, et puis surtout, aujourd'hui, recruter, en particulier pour nos clients, si je reviens sur le recrutement en CDI, si vous êtes sur des métiers pénuriques, il faut que vous recrutiez vite. Ouais. Donc, si vous aviez l'habitude de faire 5-6 entretiens, c'est fini. Dans ce cas-là, les gens, ils seront partis. Si vous ne leur expliquez pas, en particulier à ceux qui peuvent télétravailler, c'est quelle est la politique de l'entreprise en termes de télétravail, en étant attractif sur tout l'ensemble de ces sujets. Oui. Donc, quelque part, il y a une inversion entre ce qui est le rapport de force entre les entreprises et les employés. Donc, dans bon nombre de métiers, en particulier pénuriques, où elles ont du mal à recruter, il faut qu'aujourd'hui les entreprises fassent un effort extrêmement important pour valoriser tout ce qu'elles font. Et donc, c'est un enjeu aussi, bien sûr, pour nous, que de les accompagner, donner plus de conseils, plus que de faire comme on le faisait par le passé. Bon, est-ce que la clé, c'est aussi, j'allais dire, une autre manière de proposer un travail et de travailler, de s'adapter à son travail ? Par exemple, on parle du télétravail parce que ça doit être le mot de 2020 et peut-être même celui de 2021, mais Plus d'Interactive qui a eu recours au télétravail justement pendant le confinement, c'est toujours en vigueur dans bon nombre d'entreprises. Est-ce que, par exemple, sur cette question-là très précisément, vous estimez, vous, que c'est une phase transitoire, ou est-ce que c'est réellement un changement profond et que ça appelle peut-être aussi d'autres changements sur la manière de considérer la notion de travail en elle-même ? Alors, là encore, c'est une accélération de tendance qui était déjà là avant. Mais
je dirais, ça a accéléré ce mouvement, et on le voit d'ailleurs, y compris dans des entretiens. Oui. Là, dans les 3 premières questions de la part d'un candidat, c'est quelle est la politique en termes de télétravail? Elle me va, on continue l'entretien, elle ne me va pas, on Au revoir et arrête merci. l'entretien. Ouais. Voilà. La notion de sens, c'est pourquoi je travaille, quelle entreprise. Et à un moment où on parle beaucoup de climat, c'est quel est son engagement, et en particulier pour les jeunes générations, l'engagement social, l'engagement climatique, voilà, tous ces sujets-là, donc tout ce que l'on appelle globalement, ce qu'on regroupe sous la marque employeur, donc aujourd'hui, je pense que les entreprises doivent améliorer leur marque employeur. Et puis, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. On voit beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui disent « j'embauche sans période d'essai ». Oui. Voilà. Donc ça, c'est une façon de se différencier, puisque ce qu'il faut, c'est que quand on est dans un environnement pyrénéen, il faut se différencier. Complètement. Par contre, ça a des enjeux pour l'entreprise, ça a des enjeux aussi pour le management, c'est-à-dire qu'il faut, il faut pas non plus que ça esclérose, c'est-à-dire, non, mais alors dans ce cas-là, il ne faut pas que je prenne de risques, mais par contre, ça veut dire que je suis sûr de mon candidat, et surtout, mon candidat, si je l'embauche sans période d'essai, il faudra sûrement que je fasse beaucoup plus attention sur son intégration derrière. Mais alors, je reviens à ma question du télétravail, justement. Est-ce que il y a un certain nombre d'entreprises, alors effectivement, oui, vous disiez, ça fait partie effectivement des questions que les candidats peuvent poser, mais est-ce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont être contraints, notamment pour des raisons de productivité dont on parlait tout à l'heure, de revenir justement sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'on considérait comme une accélération va finalement aller gentiment se calmer et puis tout le monde va retourner son poste de travail d'ici 6 mois ou 1 an. Ou est-ce ça va être un équilibre. Ça va être un équilibre. Donc il y aura quand même plus de télétravail. Il va y avoir plus de télétravail, je crois que c'est écrit. Ouais. Alors après, vous pouvez avoir des contraintes dans les entreprises qui peuvent être différentes, vous pouvez avoir des cultures d'entreprises qui peuvent être différentes. Mais ça, c'est un sujet qui est absolument écrit, même si on sent bien quand même que le lien social qui est créé à l'inter-entreprise, c'est un élément important et qu'on voit bien, quand je vois dans mes équipes, elles prennent plaisir ou elles ont pris plaisir à revenir sur site, mais elles veulent avoir cette flexibilité de pouvoir, c'est ce qu'on fait nous, de pouvoir, alors c'est plus compliqué bien sûr dans nos agences où on reçoit du public, mais en particulier au siège, de pouvoir télétravailler 2 jours par semaine. On parle aussi de la durée du travail. Est-ce que ça, c'est un facteur, pour le coup, d'attractivité, d'être capable de dire, alors, on vous embauche en période d'essai, vous allez rester 2 jours chez vous, et en plus, vous allez avoir une semaine de 32 heures. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est aussi un sujet, et à la fois pour les candidats, mais aussi pour les recruteurs et les entreprises? Alors, hier soir, j'ai vu que le premier point d'intérêt des Français, c'était le pouvoir d'achat. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça soit équilibré par rapport à la problématique de pouvoir d'achat. Moi, ce qui me semble aujourd'hui, c'est que les candidats et les personnes ont plus besoin de flexibilité dans leur organisation du travail. Et c'est pas toujours possible. Parce que donc, c'est pas qu'une question de durée. C'est pas qu'une question de durée, mais c'est pas toujours facile. Et donc, il faut faire d'ailleurs très attention à ce qu'on ne se retrouve pas d'ailleurs avec une société, avec des gens qui vivent dans des mondes différents. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple, dans des environnements industriels, voire sur des chantiers ou dans des environnements de la distribution, où vous dites, vous, c'est sur site et sur des horaires fixes. Et puis que vous ayez, en particulier, la grande majorité des cadres, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Et donc, ce qui pourrait être aussi de nature à fracturer encore plus la société. Donc ça, il faut y faire très attention. C'est ce que je fais attention, par exemple, entre mes agences, mes structures centrales, pour qu'on n'ait pas une entreprise qui vive à 2 vitesses. Et beaucoup d'entreprises y font attention. Bon, alors justement, dans tous ces bouleversements, dans toutes ces évolutions, ça va être quoi la stratégie de Manpower là-dedans? C'est quoi aujourd'hui, par exemple, vos relais de croissance? Est-ce que l'idée qui consistait à être des agences localement implantées, fournisseurs d'emplois, est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer justement pour aider les entreprises à assurer ces transformations? Alors, la proximité restera quelque chose de toujours très important. Maintenant, encore une fois, il faut que nous nous adaptions à notre marché. Donc aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'on soit capable de supporter la demande extrêmement importante de la part de nos clients en termes de recrutement. Et donc finalement, aujourd'hui, un de nos enjeux, c'est de recruter des recruteurs. Voilà, donc c'est un de nos enjeux. Ça, c'est un des premiers sujets. L'autre sujet, c'est que il y a eu aussi une autre tendance, c'est que beaucoup de personnes, bien sûr des cadres, mais ils veulent être beaucoup plus maîtres de leur destin. C'est pour ça qu'il y en a un certain nombre qui vont vers du travail indépendant. Même si ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui vont vers le travail indépendant, il n'y en a qu'1 sur 3 qui continue y être au bout de 3 ans. Donc un certain nombre sont intéressés par nos offres et en particulier
d'intérim, et donc c'est pour ça que nous, on est en train de se développer de façon extrêmement importante et de créer un nouveau réseau qui s'appelle Experts et Cadres pour accompagner ces évolutions. Les entreprises cherchent des compétences de façon temporaire ou de façon pérenne. Et donc nous, on est en train de beaucoup se développer. On a recruté 150 personnes depuis le début de l'année. On va créer 80 agences spécialisées sur ces métiers-là. Et puis ensuite, on est dans une phase de reprise, mais on va avoir le plein effet de grandes transformations qui vont avoir lieu dans les entreprises, qui sont liées à la révolution digitale et à la révolution écologique. Donc, les compétences de demain des entreprises ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc, un gros investissement sur l'accompagnement de la transformation des compétences à l'intérieur des entreprises. Voilà quelques sujets. Et puis, toujours accélérer sur nos activités de services numériques, puisque celle-là, bien évidemment, il y a une demande qui est extrêmement forte. Mais là encore, c'est un marché pénurique, il faut qu'on bâtisse les compétences, on ne sait pas les trouver. Voilà quelques axes de croissance aujourd'hui qui sont importants pour nous. Et on suivra ça. Merci beaucoup en tout cas, Alain Roumillac, d'être venu nous voir. Je rappelle donc, vous êtes le PDG de Manpower Group France aujourd'hui sur Ecorama.